c'est jamais facile. Le confinement, il n'y a rien de très très cool là-dedans, mais on fait en sorte que ça se passe bien. Alors, moi et mes amis archers, on a décidé ou chasseurs plutôt, on a décidé de troquer notre belle carabine contre notre arc et de vous faire une super série de à peu près 10 lives, on ne sait pas exactement combien il y en aura, mais sur cette mode de chasse, ce mode de chasse, et une mode en même temps aussi. Et donc, du coup, on va avoir plusieurs personnes, des privilégiés, qui vont pouvoir nous parler du Kopund. Vous allez savoir ce que c'est, donc un arc en l'occurrence. Vous allez avoir les armes traditionnelles, et vous allez avoir deux invités qui vont être présents ce soir pour vous parler de la chasse à l'arc dans d'autres régions que la vôtre. Donc, on va pour ça faire venir Enzo. J'espère que ce live va vous plaire autant qu'à nous. Et on se dit à très vite lors d'une JFO, donc journée de formation obligatoire pour la chasse à l'arc, ou peut-être sur un stand de tir et pourquoi pas à la chasse. Je vais laisser la parole à Enzo, qui est en direct aussi, et qui va nous parler des arcs à poli. Voilà, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau live. Donc, comme promis, voilà, sur cette nouvelle vidéo, on va vous présenter les arcs. Donc, moi, je vais vous présenter un arc à poli avec les accessoires qui vont avec. Marc, après moi, vous parlera sur les arcs traditionnels, donc les arcs à bois. Et on parlera pas de réglage poussé parce que ça fera partie d'une prochaine directe. Donc alors, moi je vais vous parler ce soir de l'arc à poulie. Donc je vais vous le présenter. C'est cet arc-là. Donc comme vous pouvez voir, c'est un arc qui est celui-là, ce modèle il est en carbone. Donc totalement en carbone. Son poids, il fait environ 2,6 kg. C'est un arc qui a justement des poulies, on appelle des cames. Donc une came, une deuxième, il est composé de branches. Donc il est composé, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien, d'un repose-flèche. Je vous montrerai exactement comment ça fonctionne. D'un viseur. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un viseur comme sur une carabine. Donc, tout à fait, il est réglable selon les distances de tir. C'est un arc qui a aussi une visette. Donc, c'est à travers cette visette qu'on aligne le gibier. Et c'est un arc qui est muni d'un 10 loupes. Donc, ce 10 loupes sert à accrocher. Je vous montrerai après. Mais ce décocheur, on l'appelle un décocheur. Donc, il est muni d'une gâchette. C'est la même chose qu'une carabine. Donc, une gâchette de carabine, comme vous pouvez voir. Je vous montrerai. Ça vient s'accrocher justement au diloupe, à la corde, pour pouvoir armer. Donc, je vous présente un accessoire. Donc, c'est un stabilisateur qu'on monte sur l'arc pour bien stabiliser. Donc, il y en a qui chassent sans stabilisateur. Moi, j'aime bien avoir un petit stabilisateur. Ça augmente un petit peu le poids, et ça stabilise un petit peu l'arc. Donc, plus ou moins de l'arc et tout ça. C'est un arc qui se règle donc facilement. On règle la puissance avec une clé. Donc, on visse et on dévisse les branches. Donc, on règle la puissance. Ce modèle d'arc, c'est un arc qui est particulièrement indiqué pour les nouveaux chasseurs. C'est un arc qui est facilement, sans beaucoup d'entraînement, avec je pense 2-3 mois d'entraînement,
avec un arc comme ça, vous pouvez aller commencer la chasse. Donc, vous pouvez aller chasser facilement. Donc, je vais vous présenter quand même dans les détails le décocheur. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. C'est une pince, en fait, avec une gâchette et une boucle. On vient la placer autour du poignet. Donc, pour avoir une gâchette quand on arme l'arc. Avec ce type d'arc, donc, on utilise des flèches en carbone avec des lames de chasse. Donc, avec cette lame, vous pouvez chasser n'importe quel grand gibier, sanglier, cerf, chevreuil, mouflon, chamois, sans aucun problème. Donc, ça le sèche sans discuter et sans problème. Alors, cet arc-là, l'arc à poulie, a été développé aux États-Unis pour la chasse au gros gibier. Le premier brevet de cet arc-là a été déposé en 1969 par Ernest Wilbur Allen. Donc, c'est lui qui a breveté l'arc à poulie. Cet arc-là, c'est l'arc qui, actuellement, sur le marché de la chasse à l'arc, est le plus utilisé. Après, il y a aussi les chasseurs qui préfèrent chasser avec un arc traditionnel. C'est aussi bien. L'avantage de cet arc-là, on compare cet arc à une carabine. Donc, si vous voulez, c'est la carabine des archers. Il est muni d'un viseur, d'une visette, d'un décocheur. Donc, on chasse. C'est un arc qui est vraiment très précis à la chasse. On tire avec un arc comme ça. On peut tirer de 0 à 25 mètres sans aucun souci. Sans aucun souci. Il y en a, comme aux États-Unis, qui chassent avec un arc à poulie et tirent 30, 35, voire 40, voire 50 mètres. C'est une question d'entraînement. Nous, en France, c'est une question d'éthique. On préfère tirer maximum 25, allez, grand maximum 30 mètres pour avoir une flèche et avoir une attente mortelle du premier coup et être sûr de pouvoir toucher la bête mortellement. Donc, si après vous tirez plus loin, ça risque de blesser, vous risquez de faire une mauvaise flèche. Donc, ça serait dommage et ce n'est pas bien pour nous et aussi pour le gibier, quoi. Pour un arc comme ça, voilà, vous avez des entrées de gamme que vous trouverez à partir de 350 €, donc des arcs complets. 350 voire 400 €, vous trouverez des arcs complets prêts pour aller tirer, prêts pour aller à la chasse. Vous devrez juste acheter des lames de chasse et voilà, le jeu est joué, comme on dit. Ça, c'est un modèle, voilà, je vous disais, à partir de 350 €, vous trouvez des arcs à poulie, donc pour commencer. Ça, c'est un modèle d'arc c'est un Winewin Hurricane 6.6. C'est un arc qui vaut, monté comme il est, 1200 €. Donc, c'est un petit peu le même prix qu'une carabine. Et l'avantage, c'est qu'il est vraiment très léger. Il a une plage de réglage et de puissance phénoménale. Donc ça, c'est un arc, actuellement, il est réglé à 68 livres. C'est la puissance. Sur cet arc, on peut aller de 50 à 70 livres. Donc après, on peut changer les modules et diminuer ou augmenter la puissance. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore de plus sur cet arc-là? Tu as dit déjà pas mal de choses, Enzo. C'est déjà bien. Tout à fait. Voilà, Julien, j'ai vu que Julien, pendant que nous on discutait, il a tiré quelques flèches.
exact. Donc, il vous a montré un petit peu. Julien, tu peux montrer un armement, par exemple. Exactement. En fait, Ah, ah, ce que j'allais faire, c'est ce que j'allais vous montrer. Alors, je vais juste me tourner de l'autre côté. Il va y avoir un léger contre-jour, mais pour des raisons de sécurité obligatoires. voilà, tout à En fait. fait, ce qui est intéressant avec l'arc, alors moi, je vais juste faire deux parenthèses. La première, c'est il y a un système de viseur qui est là, et du coup, sur lequel on gagne beaucoup en précision comparé à d'autres types d'arcs qui sont simplement en bois, un peu à la Robin des Bois. Et ça ressemble un peu à une lunette de tir ou à une carabine. En fait, ce qui se passe, c'est que là, alors peut-être vous n'allez pas le voir dans ce sens, mais dans ce sens, vous allez mieux le voir. Donc là, moi, j'ai un petit point rouge. Il a parlé tout à l'heure de la visette qui est ici. Et donc, automatiquement, on aligne les deux. Donc, ça ressemble vraiment à un système de lunettes de battu. Ou à un point rouge, standard. Après, au niveau de la flèche, en fait, on a un avantage, pardon, c'est que normalement, elles peuvent être lumineuses. Donc, moi, mes flèches d'entraînement, elles ne le sont pas. Mais on peut les rendre lumineuses pour regarder exactement les zones d'impact et puis surtout retrouver sa flèche aussi plus facilement. Et après, on a plusieurs types de repose flèche. Donc, le repose flèche, c'est là où on pose justement sa flèche pour que tout soit aligné. Et donc, il y en a qui s'effacent. Et en fait, l'effacement, éviter le frottement contre la flèche et du coup, éviter en fait qu'elle change de direction. Enfin, en tout cas, qu'elle bouge un petit peu moins. Chacun a ses petites affinités. Tout à, Après, chacun fait un peu comme il veut. Et tout là, à je fait. vais Après, vous montrer un armement. Donc, on a ici le décocheur, donc que j'ai mis à mon poignet. Ici, j'ai le déloupe, donc c'est une petite boucle qui est sur ma corde. Moi, je viens juste m'accrocher du coup ici. Et vous voyez en fait que j'ai une force. Donc, je bloque l'ensemble et j'ai une force de poignet plus une force de main. Donc, mon armement, je me mets dans la bonne direction. Donc, je vais me tourner légèrement. Hop là. Donc, j'ai ma cible qui est là-bas en plus. Donc, j'ai juste besoin d'armer. Alors, à quatre pattes, c'est jamais accroupi, c'est jamais des plus. allez, Julien, allez, tu y arrives. De lancer, tirer, et ensuite de trouver la bonne position pour chacun. Alors moi, je sais que je suis en allonge, en sous-allonge, mais c'est volontaire parce que c'est une position qui me réussit. Enfin, c'est une position moi qui me convient sur ma zone, sur mon tir. Et vous allez voir là, je tire à 8 mètres. C'est vraiment très très proche. Donc, on a des petites coupures avec Julien. Et en fait, hop, tu m'entends? Vous m'entendez? C'est Oui, bon, je reviens en en fait, on place. avait des petites coupures de vidéo. Je pense que c'est C'est parce bon? que tu te déplaçais. Ok, exact. C'est parce que je me suis déplacé. Je vais juste réarmer parce que ça m'amuse aussi en fait de tirer quelques flèches. Donc c'est assez simple. Par contre, reste sur place parce que sinon on perd le son, on perd la vidéo. Pas de souci. Mais tu sais quoi? Je vais remonter là-haut. L'avantage de l'arc, c'est qu'on peut tirer un peu dans n'importe quel endroit sur sa cible. Et là, vous allez avoir une meilleure connexion. Donc, là, vous avez vu. Maintenant, on va passer la parole après sur l'arc traditionnel. Mais on vous a montré du coup l'arc à poulie. Donc, un système qui permet de décupler. Et surtout, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on peut bloquer son armement. Et ce qui est pas mal, c'est que quand on utilise du coup son arc à poulie, si vous regardez, je peux rester armé. Donc, c'est-à-dire que j'arme mon arc et je peux rester dans cette position plusieurs secondes. Tout simplement parce que là, il n'y a pas de force en fait. Là, tout est Donc, on a arrêté. passé ce qu'on appelle le mur. Donc, du moment qu'il passe le mur, c'est bon, c'est découplé. Vous pouvez rester facilement 1 minute, voire 2 minutes Armé. armé en attendant de bien viser le gibier. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on entend. Le problème de l'arc, c'est qu'on a une distance courte. Donc, si on fait le mouvement quand l'animal est là, c'est souvent trop tard. C'est pour ça On se fait voir. Ouais. qu'on fait voir. Parce qu'on a un armement à la carabine, vous avez juste à épauler et vous pouvez appuyer. Nous, on a un mouvement d'armée, viser, tirer. Donc, du coup, c'est vraiment la contrainte que l'on a par rapport à ça. Donc, l'important, c'est. Là, je m'éclate parce que j'ai un peu de chance, je peux tirer de chez moi. Donc là, j'ai ma cible qui est là-bas en bas. Et en fait, j'arme. Donc là, j'arme. Et vous voyez, là, en fait, je force plus. Donc j'ai juste une main, je le maintiens en position. Et ensuite, on décoche. Et voilà. C'est aussi simple que ça.
Enzo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on passe la parole à Marc qui va s'occuper de nous parler d'autres arcs existants? Alors, non, pour moi, j'ai fait un petit peu le tour, mais on reviendra sur des prochaines vidéos sur les réglages, donc des arcs à poulies. On rentrera vraiment dans les détails, comment régler, comment changer une corde, comment mettre une visette, comment faire un envelope, comment régler un viseur. Donc, on rentrera vraiment dans les détails. Moi, ce que je peux vous dire encore plus, voilà, de nouveau, c'est un arc qui est idéal pour commencer à chasser à l'arc. On est d'accord. Si après vous voulez changer, vous voulez chasser aussi avec un arc traditionnel, sachez que c'est tout à fait possible. Le seul problème, c'est qu'avec un arc traditionnel, il faut énormément s'entraîner. Non. Ouais, c'est Parce ça. que vous n'avez pas de viseur, vous n'avez pas de visette. La distance de tir, elle est quand même un petit peu moins élevée Ouais. qu'un arc à poulie. Donc, si vous devez commencer la chasse à l'arc, vous pouvez en quelques mois facilement d'entraînement aller chasser à l'arc avec un arc à poulie. Et sincèrement, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Et l'avantage, c'est qu'encore à la chasse à l'arc, on est près du gibier, et on s'approche au maximum. C'est de l'adrénaline pure. Et sincèrement, je vous souhaite de vivre ça. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Marc. Avant de passer la parole à Marc, Oui, j'aime bien la petite anecdote que tu as lancée et moi je parle par expérience. Comme vous avez vu tout à l'heure, hein, je suis pas chauvin, hein, moi je chasse à la carabine, au fusil et à l'arc. Et en fait, il y a une différence entre ça et mon arc, c'est que je recherche pas la même chose lors de ma chasse. C'est-à-dire que s'il faut prélever, si je suis là pour vraiment faire du prélèvement parce qu'il y a des problématiques et qu'il faut les résoudre absolument, je vais me motiver à sortir la carabine parce que je sais que j'ai un rechargement qui peut me permettre sur une compagnie de tirer plusieurs fois. Mais l'avantage que j'ai, ou le désavantage qu'on a, c'est qu'on fait beaucoup de bruit. Donc souvent, on tire une balle, on va avoir une compagnie, on tire une balle, et puis après, il se passe plus rien. À l'arc, on peut flécher 10, alors j'exagère, mais au moins 3 fois dans une battue, ça arrive. Parce qu'on a cette possibilité-là qu'on flèche un animal. Il va repasser au même endroit parce qu'il ne sait pas qu'on était là. Il nous a pas vu, s'il nous a pas senti, il se dit, voilà, il y a eu un bruit, mais c'est tout, quoi. Donc, c'est super intéressant comme manière de fonctionner. Et j'aime bien l'utiliser pour des animaux rusés ou qui vont me demander d'aller le chercher au plus près. Par exemple, le sanglier qui a un odorat vraiment très développé, qui est compliqué à chasser, à l'arc, c'est super intéressant. Le renard aussi, c'est intéressant parce qu'on peut faire des affûts dans les arbres avec un Tristan. Et c'est intéressant parce qu'ils ont des habitudes régulières et sur lesquelles on peut flécher plus facilement. Donc, pour des entraînements, c'est intéressant. Sauf qu'un renard, c'est pas gros, hein. On prend pas un sanglier de 90 kilos pour un renard de 7 kilos et demi, quoi. Donc, c'est intéressant de pouvoir se dire, quand on a commencé à la carabine, de se dire, on peut aussi évoluer sur d'autres choses et changer ses habitudes. Et il faut essayer de temps en temps de se forcer la main et surtout d'avoir envie. Donc, déjà de passer sa JFO, c'est déjà une base. Ça permet de savoir si ça nous motive ou pas. Et ensuite, comme on parle d'arc, on parle de traditionnel, de copoon, de flèche, de spin, de décocheur, de tout ce que vous voulez. Vous êtes un peu plus aguerri et ça vous motive ou pas à chasser. Alors moi, j'ai la chance d'avoir commencé il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai fait 2 sangliers à l'arc en y allant très, très peu de fois. J'en ai blessé un, prélevé 2. Preuve qu'on blesse aussi à l'arc qu'à la carabine. Ça aurait pu m'être très, très bon d'arriver à la carabine. Mais exactement. l'avantage que l'on a aussi à l'arc, c'est qu'on a le temps. En fait, on se rend compte qu'on n'est jamais pressé. Et moi, j'ai fléché mes sangliers en battu. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas d'obligation. On n'a pas d'obligation de se mettre aux normes. C'est-à-dire, tout le monde chasse à la carabine, on vient à la carabine. Moi, tout le monde chasse à la carabine. Je suis le seul à venir à l'arc, on me prend pour un Indien. Mais c'est ma manière de chasser parce qu'on n'est pas j'allais dire, on n'est pas en zone noire, c'est pas une catastrophe de sanglier, etc. Donc, je pense qu'il faut jouer entre ces armes et s'amuser un petit peu. Je vais Tout à passer fait. la parole pour la petite parenthèse à Marc, qui va nous parler, lui, de l'ancêtre des arcs, qui est l'arc traditionnel. Marc, ça va être à toi. Enzo, je vais couper ton micro juste pour que ce soit plus facile. Parfait. Eh ben, c'est parti. On va laisser la parole, du coup, à Marc.
parler des arcs traditionnels. Donc, évidemment, les deux bavards devant moi en ont profité. Mais pour moi, l'arc traditionnel, l'arc en bois, est complémentaire de l'arc à poulie. Je m'explique. Je sais, les puristes déjà vont crier. Pour moi, l'arc classique, le traditionnel en bois, c'est le calibre 12 du chasseur. Tir instinctif, tir rapide, coup d'épaule. L'arc à poulie, qu'on vient de voir, est plus un tir de carabine, plus appliqué. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Pour moi, ces deux arcs sont complémentaires. La chasse à l'arc traditionnelle regroupe plusieurs arcs. Vous avez des arcs en bois monobloc, les récurves, qui sont principalement des arcs utilisés car ils sont courts, entièrement en monobloc. Seul souci, c'est que ils sont un peu, disons, virils, mais ils sont courts et légers. Vous avez les longbows que je n'ai pas malheureusement à vous présenter, qui sont des arcs qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus souples, ils sont beaucoup plus jolis aussi, plus affinés. Vous avez après les arcs hybrides, qui sont faits avec des matières plus ou moins modernes, de l'aluminium, du carbone, du bois pour des poignets. Ces arcs-là aussi sont plus faciles à configurer et à adapter à chaque tireur. Alors qu'un arc en bois sera effectivement fait pour son tireur et ses réglages seront beaucoup plus difficiles puisqu'ils seront faits depuis le départ puisque c'est un seul bloc, un seul morceau de bois. Voilà. Donc ça, c'est le principe des arcs. Ces arcs-là, généralement, sont utilisés avec des gants. Donc ces gants, c'est des gants en cuir qui vous permettent de tirer sur votre corde sans vous blesser les doigts. Bon, voilà, tout simplement. Et nous mettons des flèches dans des carquois comme celui-ci. Vous pouvez voir. Voilà. Je pourrais rajouter sur l'arc récurve, c'est un arc aussi qui est assez stable. C'est-à-dire qu'en visée, étant court, vous allez pouvoir avoir des visées assez précises, sachant qu'un arc en bois traditionnel, vous tirez à des distances de 12-15 mètres. C'est déjà un maximum. C'est des arcs qui sont très pratiques pour le petit gibier, qui sont pratiques pour des battues mixtes où le gibier va sortir très rapidement. Alors qu'un arc à poulie, vous ne pourrez pas l'utiliser parce que vous aurez le temps d'armer, le gibier sera parti. C'est que ces arcs-là, après, sont faits par des facteurs, donc soit d'usine à des prix abordant à partir dans les 150 € jusqu'à des prix dépassant allègrement les 900 € quand vous les faites faire par des facteurs d'arc renommés, où ils sont faits spécialement à votre main. Ces arcs sont équipés de cordes flamandes. Ce qu'on appelle corde flamande, c'est une corde tressée, généralement en dragon. On peut les faire en flat fly aussi, mais faut vérifier que votre arc puisse les adapter, étant que c'est des cordes qui sont très techniques et fragilisent votre arc. Vous avez après donc la poupée. Vous avez des silencieux de cordes qui sont faits en queue de loutre, en laine. Ces silencieux en fait sont uniquement pour absorber les vibrations de votre corde. Voilà, le détalonnage, les tapis d'arc avec les fenêtres. Voilà. Donc sur les arcs hybrides, par contre, vous pouvez utiliser des cordes dites endless, qui sont des cordes lisses, un peu comme les cordes de tir en cible, qui sont des matériaux modernes, mais toujours pareil. C'est sur un arc en bois, on peut pas mettre n'importe quel matériel. Donc ça, vous avez aussi la puissance des arcs traditionnels sont marqués sur les branches. Et comme celui-ci, je sais pas si vous le voyez, c'est 58 pouces, c'est-à-dire c'est la longueur de l'arc qui fait 58 pouces, 50 livres de puissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les arcs traditionnels, la puissance est calculée de l'arc à une allonge de 28 pouces. Alors, la puissance est en livres. Une livre, c'est 452, je crois, grammes. Et les pouces correspondent à 2 cm 54 exactement.
C'est-à-dire que cet arc est donné pour 50 livres à une allonge de 28 pouces. Si je tirais que 27 pouces, je n'aurais pas mes 50 livres, j'aurais beaucoup moins de puissance. Si j'en tirais 29, j'aurais beaucoup plus de puissance puisque je tirerais davantage sur la corde. C'est le même problème aussi si vous n'avez pas un geste, un ancrage identique. Si votre ancrage au niveau des lèvres n'est pas correct, si vous êtes à 28 à votre contact, si vous n'êtes pas à votre contact, vous aurez moins de puissance. C'est pour ça que la bonne puissance d'un arc traditionnel, c'est une puissance qui est adaptée à l'archer et qui lui permet de garder ses contacts régulièrement. C'est compliqué ce que je dis, mais un arc trop puissant, si vous avez jamais à votre contact en permanence, vous n'aurez jamais la même puissance et jamais les mêmes tirs de flèche. Et ce qu'il faut garder en tête pour tous ces arcs-là, et pour tous les arcs à poulie d'ailleurs, c'est que la puissance de l'archer, c'est la puissance à son allonge. C'est pas la puissance de l'arc. Pour un calcul de flèche et de spin de flèche, on prendra toujours la puissance de l'archer, pas la puissance de l'arc. Parce que si je prends une flèche pour un 50 livres, mais que je tire, parce que je tire 29 livres, j'en tire 55, ma flèche retrouvera trop souple. Mais ça, c'est un détail qu'on verra plus tard dans les réglages des arcs plus approfondis. Ensuite, donc, je pensais les ancrages et les puissances. Donc, les réglages sur ces arcs-là, comparé à un poulie, c'est beaucoup plus simple. C'est que vous avez le détalonnage, qui est la hauteur de l'encoche par rapport à l'axe de poussée de l'arc, qui vous permet d'avoir le vol de flèche régulier. Vous avez le banc qui est l'écartement entre la poignée et la corde, qui est par rapport au vrillage de la corde et à la fonction que vous avez donnée à votre branche. La fonction de la branche, en fait, cette courbure vous donne la puissance. Si ce banc est trop important, vous aurez beaucoup de stabilité et vous perdrez de la vitesse. Par contre, si le banc est raccourci, vous gagnerez de la vitesse, mais vous serez beaucoup plus instable sur votre tir. C'est des détails. Et donc ça, les silencieux de corde sont placés à des distances bien précises, qu'on verra aussi pendant les réglages, parce que c'est par les ondulations de la corde pour les atténuer et limiter les bruits. Vous avez la fenêtre d'arc ici avec son tapis, qui selon les constructeurs sont centrés ou décentrés, qu'on peut compenser avec les tapis d'arc. Mais ça, c'est toujours des détails qu'on peut voir, qu'on verra dans les réglages approfondis. Et je vois pas de plus ce que je peux rajouter. J'ai qu'un arc de traditionnel. Je peux pas faire des essais dans mon salon, malheureusement. Et on peut pas tester de partout, hein. Tu vois, il y en a, ils ont de la chance en confinement. On peut aller dehors, il y a pas de souci. Mais moi aussi, mais bon, je peux aussi dehors, j'aurai pas l'ordinateur, j'aurai pas la vidéo. Donc, voilà. Vous avez des carquois et une protection qu'on met au bras principalement, surtout pour les débutants. Ça sert. Ça évite les steaks, quoi. On met des protège-bras. Ça, c'est bien. J'ai une petite anecdote. Première utilisation de l'arc, ça vaut pour tous les arcs, hein. Première utilisation de l'arc, je vous garantis que ma peau ici, hein, a ressemblé à un vieux steak daubé. C'était bleu, violet et une douleur, je m'en rappellerai longtemps. Et le pire, c'est qu'à la JFO, il y en a un, on s'entraîne à la JFO, enfin on nous montre plutôt le maniement de l'arc. Et il y en a un qui en avait eu un et j'avais dit, oula, j'espère que ça m'arrivera pas, je vais m'acheter une protection. Tu parles le premier jour, je me dis, bon allez, c'est bon, plus de protection. Le lendemain, oh putain, je pouvais plus tirer à l'arc. J'avais appréhendé trop de rentrer mon poignet parce que le problème qu'on a, c'est souvent on rentre en fait. On rentre un peu l'avant-bras et la corde vient nous stecker l'avant-bras et je vous jure qu'on rigole pas. Ça arrive, hein. Ça arrive même en section de chasse parce qu'on est trop concentré sur le gibier, on fait moins attention à la gestuelle et ça craque un peu. Et bon. Même au poulie, ça arrive des fois. Et au poulie, c'est plus rapide parce que c'est tellement plus rapide qu'on le sent pas sur le moment, mais après on déguste. Après on déguste, c'est exactement ça. Donc là, il y a des protège-bras. Bon, ça, c'est des protège-bras en cuir, mais il y a d'autres systèmes qui sont là pour éviter justement les coups de corde
sur les bras. Parce que bon, sur des arcs de 50 livres, 60 livres, ça fait quand même mal. Bon. Après, quand vous avez des arcs de 40 livres, bon, sachant que en France, on peut commencer à chasser avec un arc de 40 livres. On peut chasser le petit gibier, on peut chasser le chevreuil avec 40 livres, 45 livres. En traditionnel, on peut le faire. Mais dès que vous allez commencer à attaquer le sanglier, il vaut mieux avoir des 60-65 livres. À condition, je vais rebondir là-dessus sur Marc, parce que moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit, et même à l'EGFO, c'est ce qu'on me disait. Moi, je suis à 55 livres. Et je suis pas au-dessus ni quoi que ce soit. Et en fait, c'est vraiment, je pense, le confort qu'on a aussi à l'armement qui a à faire la qualité du tir derrière. C'est pour ça que plus on va chercher haut, plus on a de puissance, mais plus on a de puissance, plus on a du mal des fois à armer. Et moi, quand j'ai froid en hiver et que je grelottais, c'est le problème que j'avais, c'est que l'armement de mon arc n'était pas fluide. Et du coup, j'ai voulu trouver une parade et c'est la seule solution que j'ai eue, c'était de redescendre en puissance. Donc, j'étais à 62 livres, 63 livres. Et j'étais redescendu en repassant à 55. Et depuis, j'ai jamais changé. Donc, et je vais rebondir parce que tu chasses au poulie. Alors qu'avec un traditionnel, c'est différent. C'est pour ça que chaque arc a ses caractéristiques. Un 55 livres au poulie, tu peux te permettre d'avoir des flèches plus rapides. Donc, tirer du gibier plus gros qu'avec un arc traditionnel, où ton phoque et ce qu'on appelle le KE de ta flèche, pour ceux qui connaissent, et on en reparlera au réglage, doit avoir une puissance beaucoup plus importante sur un classique. Tu utilises tu pourras pas avoir, il te faudra quand même de la puissance pour l'envoyer. On est d'accord. Voilà. Alors qu'avec un poulie, tu vas compenser cette puissance par la vitesse. Moi, j'ai mon poulie qui est un expédition archerie qui sort un excentrique, qui sort donné constructeur à 356 pieds secondes. Donc évidemment avec la flèche, les flèches sortent moins vite, mais je tire des tubes légers et je peux te dire une chose que ça va très vite. Et les sangliers, ça les perce pareil. Par contre, et je suis qu'à 60 livres, mais c'est vrai que un arc qui aura que 45 livres ou 50 livres devra compenser ce manque de vitesse par une flèche un peu plus lourde pour avoir plus d'énergie à la pénétration. Mais tout ça, c'est des réglages qu'on verra plus pointus dans les prochains lives, parce qu'on va commencer je pense, par les réglages des arcs, et pour tout le monde, et après on adaptera les flèches par rapport à leurs arcs. Parce que déjà, faut connaître son arc pour le régler, faut connaître sa puissance quand on allonge. Déjà, la bonne puissance pour chaque archer, ce que j'allais y venir, c'est pas de dire je veux 50 livres, non. C'est la puissance où on peut garder ses contacts dans toutes les situations. Tirer une fois la flèche en bonne position, ou même pour au poulie, en bonne position une fois, mais si les autres fois, parce qu'il y a une branche, tu peux pas le tirer parce que il est trop dur, c'est pas un bon arc. Faut se prendre les arcs que tu puisses utiliser dans toutes les situations. Merci voilà. Merci Marc pour ton intervention. Merci. Il y a des questions, mais non, il n'y a pas de questions. Donc, Enzo, je le vois, il veut discuter d'un truc. Vas-y, Enzo. Oui, alors je voulais juste revenir sur Marc parce qu'il n'avait pas un arc droit, comme il vous a dit. Donc, j'ai une photo, donc c'est celui-là. Donc, c'est ce qu'on appelle un logo. Un lombo. Un lombo, oui. Comme vous pouvez le voir, c'est un arc droit. Et ce qui vous a présenté Marc, c'est un recurve. Donc, les branches, ils reviennent. Voilà. Donc, c'est le modèle d'arc que Marc vous a parlé. Voilà, c'était juste. Alors, je viens de faire rentrer Antoine dans notre discussion, messieurs. Salut Antoine. Bonjour Antoine. Antoine. Bonsoir Antoine. Antoine, ouais, vas-y, là normalement on devrait t'entendre. Ok, normalement c'est bon. Ouais, c'est parfait, c'est impeccable. Salut Antoine, bon, bienvenue. Voilà, donc Antoine Villaté, qui est salut à vous. Depuis, je dirais, Ouais, bah écoutez, bonsoir à vous tous. Ouais, qui est un chasseur à l'arc et de renommée, si je peux dire, qui connaît bien les les États-Unis pour y chasser régulièrement. C'est une personne qui pratique l'arc, je sais pas depuis combien d'années, mais beaucoup plus que moi, et qui a des grandes compétences. Donc je vais laisser Antoine se présenter et on pourra lui poser toutes les questions que vous lui poser par la suite. Je te laisse la parole, Antoine.
Voilà, Antoine, je pense que tu peux attaquer. Ouais, donc du coup, comme je te disais, Marc, moi, ça fait à peu près 30 ans que je fais du Ouais, tu C'est peux Oui, bon? aller, tu peux aller. oui, Oui, c'est oui, tu bon, peux vas-y. aller. Ok, donc bah, comme je te disais, Marc, moi, ça fait 30 ans un peu plus de 30 ans maintenant que je fais du tir à l'arc, tout, hein. Donc bah, j'ai démarré à la base sur de la compétition, tout. Puis bon, après, par rapport à mon travail, je me suis un peu plus orienté sur l'univers de la chasse, quoi. Et donc, et du coup, donc, bon, je me suis mis plus dans cet univers de la chasse, parce que moi, je travaillais pour différentes marques dans l'archerie au niveau des États-Unis. Et du coup, ce qui m'a donné vraiment l'envie après de pouvoir après de voir après comment ça se passe après à l'intérieur, donc en chassant directement là-bas. Mais bon, après, il faut savoir que c'est pas si évident que ça, même si ça en a l'air de chasser aux États-Unis, parce que comme les États-Unis, c'est à chaque fois il y a différents États, et donc chaque État, en fin de compte, a une réglementation particulière pour pouvoir chasser à la différence en France où on peut chasser un peu n'importe comment, un peu partout, quoi. Donc chaque État, en fait, va avoir ses propres règles et des dates après différentes pour après chasser les différentes espèces qu'on veut pouvoir faire là-bas, quoi. Donc là, actuellement, donc là, les premières chasses qui vont avoir lieu, donc c'est normalement c'est la semaine prochaine. Dans beaucoup d'États, on va pouvoir commencer à chasser le dindon. Donc ça c'est assez marrant parce que c'est vraiment une interaction avec l'animal. On peut les appeler et puis du coup ils viennent directement à nous avec les différents appos et tout. Et du coup, c'est vraiment sympa parce que c'est les premières choses qu'on peut faire facilement. Moi, j'ai commencé par ça tout au début, il y a à peu près plus d'une grosse dizaine d'années maintenant. Mais après, par contre, dès qu'on veut après se confronter après à des animaux qui sont un peu plus grands, puis bah, différents avancements dans les saisons, ben, il faut savoir que c'est là que c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup, il y a des États. Je prends par exemple l'État de l'Iowa, où sur lequel tous les ans, en fin de compte, pour nous, comme on est non résidents, il faut en fin de compte, il y a des systèmes de loterie pour pouvoir après obtenir des bracelets, hein. Parce que les bracelets ne se distribuent pas comme ça. Donc en fin de compte, il faut participer à la loterie. Donc du coup, il faut acheter des points de bonus qui permettent, d'un certain temps, en fin de compte, de pouvoir espérer participer donc on va dire au super tirage pour pouvoir cette fois-ci donc tirer pour avoir tirer le bracelet, quoi. Donc, par exemple, pour l'État de l'Iowa, moi, il m'a fallu à peu près 5 années pour pouvoir, du coup, acheter des points de bonus. Et après, du coup, c'est seulement au bout de la 6e année que j'ai pu espérer avoir un bracelet pour pouvoir chasser là-bas, quoi. Donc, du coup, c'est ça que des fois, c'est un peu frustrant parce qu'une fois qu'on obtient le bracelet, ben, du coup, c'est là qu'on se dit, ben voilà, faut rien rater parce que, par exemple, si on a juste une semaine ou voire 10 jours de chasse, bah, du coup, on va dire, si on veut espérer avoir ça à nouveau, faut repatienter, on va dire, pas mal d'années, hein. Bien sûr. Après, la différence, il y a d'autres États sur lesquels on peut avoir des bracelets. En fin de compte, ce qu'ils appellent eux les bracelets over the corner. Donc, c'est ce qu'on achète en fin de compte dans les magasins de sport, tout. Vas-y, Marc. Et je disais, et est-ce que justement cette pression de faire son bracelet rapidement ne donne Ouais, du pas coup, je crois justement qu'il y a un petit problème de retour, là. tirer plus Et du loin? coup, avec ces bracelets, on va dire qu'on peut avoir, qu'on peut acheter comme ça dans les différentes. En fait, c'est pas, oui, ça dépend. En fin de compte, comme tu dis, ton histoire de tirer plus loin ou pas, ça dépend comment, déjà ce que tu vas faire comme type de chasse. Parce que, par exemple, quand je fais mes chasses, quand je pars des fois, par exemple, dans le Montana, où c'est vraiment, c'est que des plaines, ben, du coup, tu as moins d'endroits, en fin de compte, bah, déjà, tu peux pas faire de l'approche, c'est principalement, généralement, que des affûts qu'on fait dans des blinds. Donc, c'est des petites tentes qu'on pose à différents endroits où vraiment on essaye de repérer avant où passent les animaux. Et donc, c'est vrai que là, dans la plupart du cas, comme on va dire, c'est que des plaines, des choses comme ça. Ben oui, on a quand même une pression parce que des fois, il peut arriver que l'animal vienne et s'arrête par exemple à une vingtaine de mètres, ou des fois, ben, il peut être beaucoup plus loin.
Et du coup, ben, après, il faut se dire que voilà, si on veut vraiment essayer de prélever l'animal, bah, faut pouvoir tirer dans ce cas davantage plus loin. Mais bon, c'est vrai que globalement, ça dépend des types de chasse. Oui, il y a beaucoup de chasses qui se tirent vraiment très très loin dans ces cas-là, quoi. Après, ce que j'appelle loin, c'est passer au-delà de 50 mètres. Oui, après, on a amené à tirer loin. Mais bon, après, ces animaux, ils ne font pas la taille généralement d'un chevreuil. Donc, c'est généralement, après, c'est plus comme des cerfs, tout. Donc, on commence à avoir des gabarits d'animaux un peu plus importants. Donc, du coup, c'est quand même, il y a une surface un peu plus importante et il faut quand même viser cœur-poumon à chaque fois pour être parfaitement après adapté sur les tirs, quoi. Oui, Antoine, Mais j'ai une bon, après, c'est question, tout moi. dépend vraiment le type d'endroit, le type de biotope qui va faire qu'on va être amené de tirer plus ou moins loin. Par exemple, là, l'année dernière, donc j'ai fait trois chasses différentes. Il y en a une que j'ai tirée. Oui, Oui, termine, allez-y, termine, hein. Antoine. Je crois qu'on a un problème de retour, hein. Ouais, donc du coup, je te disais pour l'histoire de différents endroits. Donc, par exemple, une chasse que j'ai fait, par exemple, un whitetail que j'ai tiré, par exemple, dans le Montana, en fin de compte, ouais, il y a un problème de retour, ouais. Et du coup, en fin de compte, là, les distances de tir, en fin de compte, c'était à chaque fois, c'était vraiment au minimum, c'était 50 mètres. Et du coup, quand j'ai pu tirer mon whitetail, je tirais un peu plus de 60 mètres, quoi. Et par contre, après, quand je suis revenu dans l'Iowa, on va dire 2 mois après, pour pouvoir chasser, hein, là, j'ai pu prélever mon whitetail à peu près à 25 mètres, quoi. Donc, c'est totalement différent. Parce que là, c'était plus en sous-bois et du coup, c'est vraiment sur des passages qu'on avait bien repérés au préalable, quoi. Donc, c'est différent, quoi. Antoine, je peux te poser une question. Comment ça se passe, cette histoire de permis? Tu as des points? Est-ce que c'est pour tout le monde la même chose? Ou bien, moi, je vois souvent des personnes qui vont faire des séjours Mhm. d'espace aux États-Unis et qui arrivent, ils achètent leur permis, ils vont chasser. Pour eux, ça n'est pas valable à prendre, le permis à prendre? Non, en fin de compte, c'est totalement différent parce que suivant les États, en fin de compte, où on va aller, dans tous les cas, de plus en plus, les États-Unis, maintenant, ils cherchent à mettre, pour ce qu'on va dire, pour les non-résidents, que ce soit pour un Américain, on va prendre l'exemple, que ce soit un Américain qui habite en Iowa et qui veut aller partir chasser, on va dire, pardon, un Américain qui va habiter, par exemple, dans le Montana et qui veut aller chasser dans l'Iowa, donc du coup, il sera non-résident de l'État du Montana, donc dans tous les cas, il faudra qu'il cumule des points pour pouvoir espérer avoir un bracelet. Et nous, on va dire pour nous, en tant que, on va dire, vraiment non-résidents et non-habitants aux États-Unis, dans tous les cas, certains États autorisent, on va dire, avec son permis français, de faire une passerelle, pour pouvoir, en préalable, en contactant la fédération, dire, de l'État, pour pouvoir faire la passerelle de son permis de chasse français. Ou sinon, certains États, ils veulent vraiment limiter le plus possible on va dire, les non-résidents étrangers, et sur lequel ils nécessitent d'avoir un permis américain et avec l'équivalent comme ce qu'on a nous en France, une JFO, donc un certificat comme celui-ci, sur lequel derrière, où on a passé une journée de formation pour pouvoir être habilité à chasser à l'arc, ou également il existe le même pour la carabine. Et du coup, certains États limitent vraiment les gens. Donc, si vous n'avez pas, on va dire ce certificat-là, vous ne pouvez pas espérer venir chasser avec eux. Par exemple, pour moi, c'est quand j'ai commencé il y a à peu près 15 ans à chasser comme ça. C'est un des premiers trucs que j'ai fait. J'ai fait un aller-retour pour pouvoir aller passer juste mon permis. Et comme ça, je sais qu'après, je suis tranquille pour tous les États aux États-Unis pour pouvoir chasser sans problème, comme ça, sur ces parties-là. Mais Ok, après, il je te existe quand même remercie. des États où on peut acheter son bracelet juste comme ça, on va dire au magasin de sport du coin, pour pouvoir après chasser. Mais généralement, c'est les États qui sont moins réputés au niveau des gibiers qu'on veut aller chasser et tout. Mais surtout, ça dépend l'espèce du gibier qu'on veut faire, quoi. Ok, super. Mm. Alors, bienvenue, Jean. Mm.
sont plus gros gibier ou dindon ou texier ou Je pense qu'on a un problème de retour sur les deux personnes. Excuse-moi, Marc, j'ai pas entendu. Hein. Ouais, je disais, aux États-Unis, ils ont des périodes de chasse, mais est-ce que les Américains, par eux-mêmes, sont plus petit gibier ou gros gibier, ou ils chassent les deux indifféremment? Non, en fait, ce qui est bien, parce que vraiment aux États-Unis, c'est comme c'est vraiment une grosse industrie de la chasse. En fin de compte, la chasse, grosso modo, c'est quasiment à peu près tout au long de l'année, suivant les différentes espèces. Et par exemple, là, généralement, il y a une semaine, par exemple, pour le dindon, il y a une semaine qui est réservée seulement à l'arc, après une semaine qui sera réservée donc au tir de la poudre, je crois que de la poudre noire ou au fusil. Après, on revient sur une semaine à l'arc, et après, il y a des semaines où on partage les deux. Mais après, donc ça, après, ça c'est les premiers pour le petit gibier. Mais après, tout ce qui est après faisant, tout ça, on va dire, on oublie, ça, ils le font pas du tout. C'est principalement après grand gibier. Donc ça, c'est pour le printemps. Après, les premières chasses qui arrivent, après, c'est à partir du 15 août, c'est sur l'antilope. Donc là, c'est sur les parties les États de l'Ouest, hein, plus de l'Ouest. Et là, généralement, c'est du 15 août jusqu'à la fin septembre. C'est quand même à peu près comme chez nous. C'est réservé principalement à l'arc. Et après, c'est seulement les saisons après sont réouvertes à nouveau pour la carabine. Et du coup, généralement, ce que font les chasseurs, c'est qu'ils sont à peu près polyvalents. Donc, s'ils font pas leur bracelet en fin de compte à l'arc, après, ils peuvent toujours continuer avec leur bracelet pour pouvoir après aller le faire donc du coup à la carabine. Mais après, des fois, il existe que certains bracelets soient vraiment valables qu'à l'arc. S'il n'a pas été fait durant cette période, du coup, bah, le bracelet est fini. Donc après, du coup, bah, ils reprennent, ils rachètent dans ces cas-là un bracelet pour aller le faire à la carabine, quoi. Bon. Merci Antoine, c'était très très intéressant. Voilà. Merci vraiment beaucoup pour ton interview sur un pays que l'on ne connaît pas dans sa méthode de chasse. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir un avis différent. Je vais orienter maintenant le live vers Jean. Et je tiens à te remercier Antoine parce que j'ai trouvé ça très intéressant, moi qui ne connaissais pas du tout la chasse aux USA. Mais je, mais Merci beaucoup. Hein. voilà. Mais Antoine étant aussi un très bon régleur d'arc à poulie, je pense qu'il reviendra nous montrer les réglages. Parfait, impeccable. Voilà. Alors, Marc, je te laisse faire la transition. Oui, donc ben, je te remercie Antoine, merci beaucoup et puis à très bientôt. Et Avec plaisir, Marc, il n'y a pas de problème. voilà. Et maintenant on va rechanger, bonsoir Jean, Jean Galopin qui est intervenu la semaine dernière. Malheureusement, on a eu un souci technique et donc on l'a réinvité ce soir pour qu'il puisse nous réexpliquer la chasse, enfin son combat pour la chasse en Belgique et son expérience sur la Belgique. Voilà. Bonsoir Jean, je sais pas si tu m'entends. Bienvenue parmi nous. Jean, tu nous entends? Je pense que Jean nous entend pas. Jean, tu nous entends? Ah, décidément. Jean, Jean. Il est où Jean? On a perdu Jean. Julien, essaye de récupérer le son pour Jean. Jean. Jean, tu nous entends? J'ai perdu Jean. On a perdu Jean. Attends, je vais essayer de le... Il n'est pas connecté. Je sais pas si vous m'entendez là. Voilà, là je t'entends, Jean.
Bonsoir, bonsoir Jean, tu m'entends? Jean, tu nous entends? Bon, je pense Pas que... si on m'entend. Oui, Oui, Jean, nous, on t'attend. Alors, comme la dernière fois, Julien, essaie de récupérer Jean c'est pour déjà son fait. live. Marc, Je- tu m'entends, toi? ouais. Non, j'ai eu mis un message à Jean que je lui dis qu'il était en direct, mais j'arrive pas à le reconnecter. Et moi, j'essaye aussi, mais là, ça veut pas le faire. Moi, il est lancé. Hein. Moi, à partir du moment où là, il peut parler Ouais. tant qu'il veut, vous pouvez lui dire de faire son live. Il n'y a pas de souci. Il pourra pas interagir malheureusement, mais il va pouvoir parler comme il le souhaite. Donc, on va Vous lui faites contacter passer Marc. simplement l'info. Marc, fais passer l'info Non, je à peux Jean. parler en fait là. Mets-le en grand à Jean. Je sais pas si vous m'entendez bien. Là, on On entend t'entend, oui. super bien. Ouais. On t'entend Jean, c'est bon. Ok, allez, Voilà, c'est Commence, bon, tu on peux t'entend commencer. Jean. Vas-y, c'est à toi. je recevais un appel de Greg qui, à mon avis, me disait que j'étais en ligne. Bon, ben, on va faire comme si vous m'entendiez. Donc, allez, je me présente, je m'appelle Jean Galopin, je suis en Belgique, le petit pays juste à côté de chez vous. Donc, on vit le même calvaire, hein, on est confinés. Voilà, ben, en fait, je vais parler de ce qui s'est déroulé un petit peu en Belgique au niveau de l'historique par rapport à la chasse à l'arc. Donc, en 1997, c'est-à-dire 1997, si je parle français, j'ai décidé d'essayer de faire changer les choses en Belgique au niveau du statut de la chasse à l'arc, qui était relativement méconnu. Donc, pour la petite histoire, j'ai 45 ans et ça fait 28 ans que je chasse à l'arc. J'ai énormément chassé en France. Donc, j'ai chassé avec une équipe de la FFCA, de la FCA avant, donc, comme Olivier Évrard, Xavier Pechnard et d'autres. Donc, on va dire des piliers de la chasse à l'arc. Je chassais en Champagne-Ardenne avec quelques copains là-bas. Donc, on se réunissait régulièrement. C'était très agréable. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de faire action et de réunir les quelques chasseurs à l'arc présents. Alors, bon, petit pays, autre mentalité, puisque deux régions différentes, région flamande, région wallonne. Donc, la région wallonne où on parle français et région flamande où on parle le flamand. Qui dit deux régions dit également, malheureusement, deux statuts de chasse différents en termes de réglementation. Donc, le point positif pour nous en région wallonne, et donc je vais parler de ce que je me suis occupé, c'était que l'arc a eu une reconnaissance en 1998 comme arme de chasse par rapport à la région wallonne, et ce, dans tout le Benelux. Donc, c'était une spécification propre au Benelux. Donc, je me suis un petit peu servi de ça pour promouvoir la chasse à l'arc et essayer de fédérer et de réunir des passionnés. À côté de ça, il a fallu également faire la promotion de ce mode de chasse, qui était relativement décrié par les gens qui n'y connaissaient rien ou qui ne le connaissaient pas du tout. On a essayé donc d'expliquer, de représenter les chasseurs à l'arc au sein de diverses activités liées à la chasse, comme les salons de la chasse notamment. Donc, on a essayé d'être présent et de pouvoir réunir des gens passionnés par ce mode de chasse. Donc petit à petit, la Fédération belge des chasseurs à l'arc a évolué et nous avons ensuite créé la Fédération wallonne des chasseurs à l'arc. Et ce, dans le sens où nous voulions essayer d'avoir deux membres propres de la Fédération belge des chasseurs à l'arc. J'ai demandé donc et j'ai incité un de mes amis au niveau donc de la région flamande de créer une fédération pour essayer lui-même de son côté de faire bouger les choses. Ce qui n'est pas spécialement évident dans le sens où eux, au niveau du Benelux, ils n'ont pas d'autorisation. Donc c'est tout un combat. Donc nous, en Wallonie, avec cette autorisation de pratique par rapport à l'arc qui est reconnu comme arme de chasse, nous avons alors mis en place un système de formation à la base du système de formation IBEP
donc qui est un système de formation, un programme américain. À mon avis, Antoine doit en être bien informé, hein, puisqu'il pratique régulièrement aux États-Unis. Donc cette formation qui était très spécifique pour les États-Unis, mais qui était relativement dispensée dans beaucoup de pays en Europe, et ce grâce à la Fédération européenne des chasseurs à l'arc, nous l'avons traduit et nous l'avons adapté pour la Fédération wallonne des chasseurs à l'arc. C'est-à-dire que nous avons repris des choses qui nous sont propres par rapport déjà au niveau du gibier. On a éliminé tout ce qui était ours et tout ce qui était gibier américain. Nous avons peaufiné et augmenté en termes de qualité, de par nos expériences personnelles et de par notre rapport personnel, le syllabus. Nous avons donc créé ce syllabus et nous dispensons 1 ou 2 fois par an cette formation, avec bien sûr les points importants que requiert la formation IBEP, c'est-à-dire que l'on dispense un examen théorie et un examen pratique. L'examen pratique est très simple, il doit se réaliser avec du matériel de chasse, c'est-à-dire avec des flèches munies d'une lame. On fait réaliser 6 tirs au niveau donc du stagiaire, 6 tirs sur cible qui sont des cibles en soi rendues officielles de par leur format et de commun accord avec la formation IBEP proprement dit, donc la fondation NBEF aux États-Unis. Et donc, au minimum de 5 tirs doivent être réussis, et ce, dans la zone vitale du gibier tiré, en concordance avec des spécificités qui sont données dès le début. Donc, c'est-à-dire que si on est en dehors, qu'on se trouve en dehors des poumons, en dehors du cœur, proprement dit, mais qu'on est dans le foie, cette flèche est clairement mortelle dans la réalité, mais n'est pas tenue positive comme point positif pour l'examen. Donc cet examen n'est pas proprement dit éliminatoire, il peut être refait après. On veut surtout donner pleine conscience au niveau du stagiaire par rapport au tir avec une lame de chasse, par rapport à l'estimation des distances, par rapport à son estimation personnelle. Donc on essaye d'augmenter et de donner de la qualité proprement dit au niveau de nos stagiaires. Donc la situation de la chasse à l'arc s'est fortement débloquée en 2016 par diverses actions qui se sont résumées suite à un aspect juridique. Hein, donc l'UAB et le DNF, donc c'est-à-dire l'équivalent de l'ONF française, la police de la chasse, a procédé à diverses actions propres à des actions de chasse à l'arc. Ces actions ont été portées en justice et les chasseurs à l'arc ont eu gain de cause. Donc en 2016, l'administration, en concordance avec le ministre de tutelle en 2016, a décrété qu'il ne fallait plus verbaliser les chasseurs à l'arc. Donc c'était tout à fait positif. Nous pouvions exercer, et nous pouvons encore exercer, dans le sens où nous rentrons dans le cadre de la chasse à tir. Donc c'est-à-dire, on intègre la chasse à tir aux armes à feu, car rien ne définit, hormis les armes à feu, ce qui est autorisé ou interdit. Donc il précise telle arme ou telle munition est autorisée ou interdit, mais au niveau de l'arc, il n'y a pas d'interdit. Par contre, il n'y a pas de spécificité par rapport à la chasse à l'arc. C'est-à-dire que ce n'est pas comme en France, nous n'avons pas reçu d'exigence de devoir faire une formation, malheureusement. Je dis malheureusement parce que nous, au niveau de la fédération, nous aurions voulu que cette formation, notamment la formation que l'on dispense, soit obligatoire pour les chasseurs à l'arc proprement dit. Donc actuellement, nous n'avons pas eu gain de cause pour ça. Donc le chasseur à l'arc qui est en ordre de permis, en ordre d'assurance et qui a donc une participation possible sur un territoire, que ce soit le sien ou alors en termes d'action, et qui est en ordre date d'ouverture et fermeture et heure d'ouverture et fermeture, peut pratiquer donc au niveau de la chasse à l'arc en Belgique, du moins en Wallonie, je le précise. Alors, petit bémol, depuis 2019, depuis j'ai envie de dire fin 2019, les sociétés environnementalistes se sont regroupées, une cinquantaine d'associations en tout genre. Je ne vais pas les citer pour ne pas leur faire de publicité, parce que leur créneau, c'est dire des mensonges pour arriver à leur fin. Leur fin, c'est tout simplement anéantir le monde de la chasse, quel qu'il soit. Et donc, ils ont pris en grippe le monde des chasseurs à l'arc. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé une charte
qui reprend les dérives de la chasse. Et ils ont inclus les chasseurs à l'arc dans cette dérive. Bien sûr, leurs dérives fondées sur bon nombre de mensonges, le bien-être animal, l'inefficacité de la chasse à l'arc, enfin tout ce qu'on peut entendre sur les sites anti-chasse de toute façon, d'une façon générale. À côté de ça, nous avons en Belgique un principe, enfin du moins en Wallonie, un principe de changement par rapport au décret quinquennal. Ce décret quinquennal, c'est-à-dire une réglementation qui est remise tous les 5 ans, et ce, par le ministre du tutelle au niveau de la région wallonne. Donc, nous sommes ici en procédure de changement de décret quinquennal. Le ministre actuel a précisé dans ce qu'est la chasse à tir que la chasse aux armes à feu était exclusivement pratiquée. Point négatif pour les archers, dans le sens où on se voit exclu et où on se dit donc maintenant que la chasse à l'arc redevient difficile. Je vais me déplacer un petit peu pour obtenir un peu de clarté parce que visiblement la nuit tombe en Belgique plus vite. Voilà. Donc, je suis à l'extérieur. Voilà. Donc, j'espère que vous me voyez bien maintenant. À mon avis, ça va changer. Donc, je disais, ce changement de décret quinquennal fait que nous avons été obligés de relancer le combat pour éviter de se faire exclure définitivement des procédures de chasse en région wallonne. Sinon, dans le cas contraire, dans la situation actuelle, c'est-à-dire en première lecture, nous aurions une interdiction à partir du mois de juillet, ce qui est complètement négatif pour nous. Donc, nous sommes pour l'instant revenus toujours à une situation où la chasse à l'arc est autorisée pour le mois de mai jusqu'au mois de juillet. Mais donc, nous n'avons malheureusement pas gagné le combat final par rapport à la situation. Voilà. Autant dire que tout s'est super bien passé actuellement au niveau de la Wallonie. Énormément de choses positives qui se sont faites. Des battues obligatoires pour la destruction du sanglier, enfin pas pour la destruction, mais pour des journées obligatoires pour... Je crois qu'on a perdu Marc. Hein. Essaye de m'enlever moi pour avoir plus de flux. Hein, Julien? Rejoindre, tout ça pour dire que je pense que c'est la connexion. En tout cas, moi, je vous entends plus. Hein. Donc, Julien, tu peux me supprimer, moi. Hein. Et là, je nous entends. Voilà. Julien, enlève-moi. Tu avais une question? Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Elle est finie. Entre mai et juillet, est-ce que vous allez pouvoir chasser? Est-ce que ça va pas nuire à votre pérennité dans le futur pour la chasse? Je ne sais pas si vous m'entendez, si j'ai toujours un retour. Du coup, Marc, on va laisser tomber parce que Jean, du coup, ne nous entend pas. Et là, ouais, je ne vous entends pas. Bon, ben, je vous souhaite la bonne soirée et que tout se passe bien pour vous. Et au plaisir de vous revoir. Je suis toujours disponible pour aider. Il n'y a pas de problème, Jean. À très bientôt et merci encore. Je te laisse la parole, Julien. Ouais, c'est parfait. Est-ce que Enzo, là, tu nous entends cette fois? Oui, maintenant, je t'entends, ouais. Ouais, bon, écoute, ça arrive, les petits bugs aléatoires. Bon, on fait avec. Ouais, non. Mais ça, c'est clair. Mais en gros, ça s'est bien passé. Hein. Ça s'est très bien passé. En tout cas, on est encore en live. Donc, on va remercier les personnes qui nous ont suivis pour ce live ce soir. J'espère que vous avez appris plus de choses sur les arcs, la chasse aux USA et la chasse en Belgique. Donc, il y a un groupe qui s'appelle Passion Chasse à l'arc qui est sur Facebook et que Enzo et Marc font partie, que vous pouvez rejoindre si vous avez des questions. C'est un groupe intéressant parce que l'avantage de la chasse à l'arc comparé à d'autres chasses, c'est qu'on a peu de jugement. On est plutôt sur de l'ouverture d'esprit, donc les échanges sont constructifs. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Ils seront là pour vous répondre. N'oubliez pas, il y a des associations, et ça je veux vraiment mettre le doigt dessus. Il y a des associations d'archers dans chaque département.
N'hésitez pas à vous en rapprocher pour acquérir une certaine expérience et pour faciliter votre intégration et vous aider à vous intégrer aussi dans l'univers de la chasse au sens large, pas seulement archer. On veut pas être marginal, au contraire, on veut être inclus dans tous les process de chasse. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que les associations aussi sont là pour vous aider si il peut y avoir, je sais pas moi, des problèmes sur votre société de chasse parce que vous n'êtes pas accepté. Si vous avez des questions sur la chasse au ragondin parce que vous aimeriez le chasser à l'arc en période de fermeture habituelle, voilà. L'esprit association est là pour vous faciliter votre intégration et votre changement de bord. En tout cas, je vais remercier moi Enzo. Je vais Merci beaucoup. Mais merci, Julien. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout, restez chez vous. C'est pas le moment de sortir, sauf si vous avez un terrain pour aller tirer quelques flèches. Mais sinon, restez chez vous. Le plus important, c'est la santé de votre famille et de votre entourage. De toute façon, quoi qu'il arrive, la chasse reprendra en septembre, Covid-19 ou pas. Donc, patience, restons chez nous pour le printemps, laissons les animaux se reproduire. On se fera plaisir en septembre. Allez, bisous. Allez, ciao, les gars. Bonne Ciao, soirée. ciao. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Ciao.